La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. Bienvenue à l'écoute de Radio Présence pour ce 220e numéro de la mêlée de l'info. Merci de rester fidèle à ce rendez-vous dédié à l'actualité nationale, avec aujourd'hui deux invités pour débattre des sujets que je leur ai proposés. Je salue et remercie de leur confiance Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps républicain, et Bruno Cyr, professeur en économie et gestion, ex-président de l'Université Toulouse-Capitole. Bienvenue aussi à vous deux, encore merci d'avoir répondu à mon invitation. Comment ne pas commencer cette émission sans revenir sur le drame qui s'est déroulé à Lyon vendredi dernier, la ville où le jeune Quentin Durand a été battu à mort par une dizaine de personnes. Celles-ci ont été identifiées comme appartenant à la Jeune Garde, un groupe antifasciste proche de l'extrême gauche, fondé par le député LFI Raphaël Arnaud. Pour les dirigeants du parti de Jean-Luc Mélenchon, il s'agirait, je cite, d'une rixe ayant mal tourné, en marge d'une conférence de Rima Hassan à l'université Lyon 2, conférence perturbée par des membres du collectif Némésis. Pour les amis du jeune homme décédé présent ce soir-là, c'est un véritable lynchage qui a eu lieu, corroboré par des images vidéo. Pour déterminer les circonstances de la mort et les responsabilités dans cette tragédie, une enquête est en cours. Elle a d'abord été qualifiée du chef de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, puis finalement requalifiée des chefs d'homicide volontaire avec circonstances aggravantes d'association de malfaiteurs et de possible port d'armes. À ce jour, 11 personnes ont été interpellées, 7 sont encore en garde à vue pour divers motifs. Il y avait 2 femmes parmi ces 11 personnes, ainsi que Jacques-Élie Favreau, assistant parlementaire de Raphaël Arnaud. Les premiers éléments révélés par l'enquête placent la Jeune Garde au banc des accusés dans cette affaire, mettant en fâcheuse posture la France Insoumise qui a toujours soutenu ce groupe. Comment avez-vous réagi en apprenant les circonstances de la mort du jeune Quentin et quelles responsabilités directes ou indirectes voyez-vous dans ce drame ? On aura bien sûr, avant de commencer nos discussions, une pensée pour ce jeune homme et pour sa famille qui doit être ravagée à l'heure où nous parlons. Guillaume Agulot. Oui, bonsoir et merci pour votre invitation. Effectivement, les premières pensées, c'est pour la famille et les proches de ce jeune qui, en dehors de toute opinion, quelque nature que ce puisse être, vient de trouver la mort dans des circonstances, vous l'avez rappelé, qu'on a tous pu voir dans des circonstances absolument incroyables, absolument hallucinantes, dans une explosion de violence incontrôlée mais pas forcément spontanée. Incontrôlée dans sa violence, mais pas forcément incontrôlée dans sa réalisation, si vous voyez ce que je veux dire, et je vais évidemment le préciser. Qu'est-ce que ça m'inspire ? D'abord que nous sommes aujourd'hui rentrés dans une séquence à quelques semaines d'élections locales, mais à un peu plus d'1 an d'élections nationales. Nous sommes de plein pied, là, définitivement rentrés dans une séquence de brutalisation qui a quitté le terrain des mots pour passer au terrain des actes. Ça, on le redoutait, on le prévoyait, on l'a souvent évoqué ici, même à ce micro, lors de différents débats, différentes interventions. La brutalisation du débat, qui était une volonté politique d'ailleurs de LFI, se traduit aujourd'hui par une brutalisation des actes, par de l'intimidation, par de l'imposition, par de la violence, par des coups et aujourd'hui par un mort. C'est peut-être le premier de cette longue campagne qui s'annonce. J'ai malheureusement peur que ce ne soit pas forcément le dernier, ou en tout cas la dernière victime dans un état grave et lourd, tant les parties en présence, si j'ose dire, sont dans un état aujourd'hui de crispation, d'hystérisation et de violence contenue qui n'attend que le moindre événement, quel qu'il soit, pour exploser. Et ça vient d'où ? Ça vient de surenchères permanentes, ça vient de discours, je l'ai évoqué, mais ça vient surtout d'une stratégie. Il ne faut pas croire que nous sommes là en présence simplement d'éléments qui se seraient accumulés un petit peu au hasard parce que les circonstances auraient fait que, etc. Absolument pas. Vous avez évoqué effectivement la Jeune Garde parmi l'organisation qu'on retrouve le plus, parmi les membres qui ont été arrêtés pour ces faits-là. La Jeune Garde, c'est quoi ? La Jeune Garde, c'est, disons-le en français, c'est devenu aujourd'hui le service d'ordre, c'est-à-dire en fait le service de tabassage des meetings, des têtes de pont un peu violentes, un peu virulentes de LFI. Et il y en a de plus en plus.
La jeune garde, vous ne la trouverez pas forcément à des meetings de Christophe Besse. Par contre, la jeune garde, vous la retrouverez systématiquement en présence de, quoi qu'elle en dise, à des meetings de Rima Hassan, de Thomas Porte, de Raphaël Arnaud, bien évidemment, c'est son bébé. En tout cas, de toute cette frange-là, et je mets un air qui a de plus en plus tendance à partir dans mes propos, dans cette frange-là des députés LFI qui n'ont comme moyen d'expression soi-disant politique que la violence, qu'elle soit verbale et de plus en plus qu'elle soit physique. Rappelons quand même que c'est parti d'une conférence, une énième conférence sur évidemment le génocide à Gaza de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Les locaux de Sciences Po Lyon, et ça je tenais aussi quand même un petit peu à le rappeler là dans ce premier temps, les locaux de Sciences Po Lyon, c'est l'ancienne école vétérinaire. Et l'ancienne école vétérinaire, c'était les locaux de la Gestapo. À Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le lieu de torture de très nombreux résistants, dont Jean Moulin, bien évidemment, qui en est un petit peu la figure tutélaire. Et déjà venir, sans aucune contradiction, cracher une énième fois sa haine de tout ce qui n'est pas elle, laisser Rima Hassan sans aucun contradicteur dans ce lieu qui est censé être le lieu du savoir universitaire, je pense que déjà là, il y a une première responsabilité à interroger. Dans on y reviendra bien sûr. Oui. Et puis, évidemment, effectivement, ces personnes de Némésis qui viennent, alors vous avez dit pour perturber, il semblerait qu'elles aient déployé une banderole, ce qui a suffi, en fait, à déclencher l'ire, la violence, les premiers coups, les premiers affrontements, et ça s'est terminé quelques dizaines de minutes plus tard, quelques centaines de mètres plus loin, par un mort sur le trottoir qui a été achevé à coups de pied dans la tête et à coups de casque. Et je crois que ça dit un petit peu l'état aussi du débat dans notre pays. Peut-être que ça nous renvoie aussi un miroir pas très agréable par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, et peut-être qu'on en parlera. Oui, bien sûr. Bruno Cyr, votre réaction? Ma réaction, c'est évidemment une réaction d'effarement et aussi, et j'y reviendrai dans la seconde partie de ce que je vais dire, je suis peut-être un peu moins pessimiste que M. Agulot. Alors, je m'explique. D'abord, qui sème la haine récolte la violence. Pour paraphraser, qui sème le vent récolte la tempête. C'est exactement ce qui nous arrive en direct de la part de l'ultra-gauche, de la gauche radicalisée, c'est-à-dire de la gauche de M. Mélenchon et de tous ses copains. Il suffit de regarder le débat, un débat à l'Assemblée nationale, quel qu'il soit, quel que soit le sujet, pour se rendre compte que ces gens ont beaucoup de haine au cœur et prêchent la haine en permanence. Et donc on arrive à la violence inadmissible parce que derrière tout ça, ce discours se traduit par des gens qui ont moins le contrôle que peut-être des hommes politiques aguerris comme M. Mélenchon. Évidemment, ce n'est pas M. Mélenchon qui va aller taper en direct sur les gens qui ne lui plaisent pas, mais il y a un tas de jeunes derrière qui ont la tête complètement retournée par ces discours et qui finalement se laisse aller à des actes inadmissibles et effarants. Moi, je dois dire que quand j'ai vu les images, et je pense que tout le monde les a vues, j'en ai fait des cauchemars la nuit. Enfin, je me suis réveillé cette nuit, j'avais ces images qui me revenaient dans la tête. Je me dis, mais comment on peut être comme ça? Donc, ma réaction, c'est de dire finalement, l'ultra-gauche, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'ultra-violence. Et l'ultra-violence, pour moi, c'est la barbarie. Donc ces gens ultra-violents sont des barbares. Et ce sont des barbares qui le font sciemment, en plus, en tout cas ceux qui les encadrent, et notamment le fameux député Raphaël Arnaud, parce qu'ils veulent terroriser. C'est-à-dire que c'est une entreprise de terrorisme. Effectivement, là maintenant, quand on n'est pas d'accord avec eux, on va se dire, oh là là, attendez, si c'est pour aller se faire tuer au coin de la rue, tant pis, je vais mettre mon mouchoir dessus, je vais rester chez moi. C'est ça qu'ils veulent. C'est-à-dire que c'est une entreprise de terrorisme où ils mettent les barbares en avant pour venir faire des choses qui sont absolument inadmissibles dans une démocratie. Et évidemment, M. Mélenchon porte toute la responsabilité de ça. Il a beau dire, mais non, nous ne sommes pas des violents. Mais on connaît leur discours, qui est un discours trotskiste. Je rappelle que M. Mélenchon a été un militant trotskiste et a été formé à ça. Première chose, c'est toujours nier les faits.
toujours les nier. Ah ben, il nie, non, nous ne sommes pas des violents. Monsieur Arnault lui-même osait dire qu'il n'est pas un violent, alors qu'il a été condamné il y a moins de 3 mois, à la fin de 2025, pour violence. Donc ça aurait dû le disqualifier en tant que député. Je ne comprends pas comment il est encore député après avoir été condamné, mais enfin ça c'était une autre histoire. Aussi. Oui, bah c'est quand même... va se poser dans les jours qui viennent. Et donc il a le courage de vous dire en face que lui n'est pas violent, qu'il est contre la violence, etc. Donc ce sont des gens qui sont d'une totale mauvaise foi, à qui on ne peut accorder aucun crédit. Et évidemment le responsable de ça, c'est M. Mélenchon, qui est allé chercher ce type qui était fiché S, qui lui-même a recruté 2 attachés parlementaires, parce que dans les 7 qui sont arrêtés, il y a les 2 attachés parlementaires, dont un s'est inscrit à l'Assemblée nationale sous un faux nom. Oui. Non mais on est où ? Enfin, on est chez des barbares voyous. C'est absolument effarant de voir ça. Et quand le gouvernement demande à juste titre, et une grande partie de la classe politique de tous les bords demande à la ultra-gauche, à M. Mélenchon, de faire le ménage dans son groupe parlementaire, alors il le prend très mal, il monte sur ses grands chevaux, et qu'est-ce que c'est que ça veut dire, etc. Ben si, il devrait demander à ces brebis galeuses de démissionner. Et pourquoi il ne le fait pas ? Ben, M. Agulot l'a dit tout à l'heure, parce qu'en fait c'est son service d'ordre, et qu'en fait il veut terroriser la population, et apparaître comme étant le seul à pouvoir les calmer. Je pense que derrière il y a une stratégie qui pour moi est la stratégie du diable. Moi je crois à Dieu et au diable. Je pense que le mal s'incarne à travers un certain nombre de personnes, et je pense que M. Mélenchon est une incarnation du mal, et on l'a tous les jours sous nos yeux. Alors, évidemment, pour revenir à ça, il n'y a pas que M. Mélenchon qui est responsable là-dedans. Il y a aussi l'université Lyon 2. Vous le disiez au sujet de l'IEP. L'IEP, l'Institut d'études politiques de Lyon, est une composante de l'université de Lyon 2. Je ne comprends pas, en tant que président d'université, que des présidents, et ils sont nombreux à le faire malheureusement, mais ce n'est pas pour ça que je l'accepte et que je le comprends, puissent laisser des locaux pour des tribunes politiques. L'université, ce n'est pas sa vocation. La vocation de l'université, c'est un lieu de débat. Le savoir progresse par le débat. Mais un meeting politique, c'est pas un débat. Oui, c'est appelé conférence, on sait bien que ce sont des meetings politiques. Madame Rima Hassan est une politique, une élue, qui ne cache pas ses ambitions politiques, ses convictions politiques, son programme, etc. Donc, ce n'est pas une conférence, c'est un discours politique à sens unique, sans contradiction. Et je trouve que vraiment, l'université, c'est pas son job. Le job d'une université, c'est qu'il y ait des points de vue peut-être extrême qui s'exprime, mais toujours un point de vue contradictoire. C'est-à-dire que le débat, c'est une contradiction. Et au milieu, on devrait mettre un modérateur pour veiller à ce que chacun s'exprime librement et permettre à tout le monde de pouvoir entrer. Or, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est si vous pensez pas comme eux, c'est-à-dire si vous êtes en gros de droite, ce qu'ailleurs on appelle... Je pense que la droite commence très tôt. La droite commence très tôt. Donc, si vous n'êtes pas comme eux, c'est-à-dire très à gauche, vous n'avez même pas le droit de rentrer dans les locaux. Il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un qui prenne la parole pour les contredire, et encore moins question qu'il y ait un modérateur. Mais enfin, ça, c'est honteux pour une université. C'est pas ça, une université. Et moi, je trouve qu'on devrait absolument interdire ça. Donc, ça pose un débat qui est comment on en arrive là dans les universités. C'est un long débat sur lequel je pourrais longuement m'exprimer, parce qu'il y a vraiment des choses qu'on a laissé filer au fil de l'eau, et ça donne ça. Alors, je note que l'université Paris-Saclay, une des meilleures universités de France, sur le plateau avait également invité Madame Assam. Mais qu'est-ce qu'elle va foutre à Paris-Saclay pour refaire un meeting politique sans contradicteur, sans modérateur ? Bon, en fait, c'est les étudiants qui invitent. Et les présidents d'université, comme ils sont élus par les étudiants, ils n'osent pas dire non. Mais c'est un manque de courage. Alors, quand j'ai été président, jamais je n'ai accepté ce genre de choses. On me l'a souvent demandé, vous pensez bien, dans le centre de Toulouse. Jamais je n'ai accepté qu'il y ait un débat sans qu'il y ait une contradiction. Et je trouve que les présidents d'université se déshonorent et sont responsables de ce qui s'est passé. Parce qu'il n'y aurait pas eu Rima Hassan, il n'y aurait pas eu ce mort. Oui. Il faut quand même le dire. Alors, on va prolonger ce point, puisque vous venez de le soulever. Je rappelle donc qu'en marge ce drame a eu lieu en marge de la conférence, appelée conférence de Rima Hassan à l'université Lyon 2, et il a été lancé... une question a été soulevée concernant à interdire désormais, est-ce qu'il ne faudrait pas interdire les conférences politisées au sein des établissements universitaires ? Alors, est-ce que vous soutenez cette idée, ou est-ce que ce n'est pas plutôt la politisation excessive dans l'université française et dans certains établissements, comme Sciences Po, qui conviendrait de pointer du doigt et de remettre en question ?
Guillaume Agulot. Je crois que c'est qu'il compliqué, faut... Non, ça peut être répondu de manière très très simple. Je crois qu'en fait, c'est exactement ce qui vient d'être dit à l'instant. Est-ce qu'il était question d'interdire le débat dans une université ? Non. Est-ce qu'il était question d'interdire ce qui n'est pas le débat dans une université ? La réponse est tout aussi évidente qu'à la première. À partir du moment débattre, c'est ne plus se battre. Débattre, c'est ça, l'origine du mot. Et en réalité, on peut ne pas être en accord. La démocratie, c'est justement le désaccord, c'est-à-dire l'apprentissage, justement à comprendre ces désaccords, ça ne veut pas dire à se convaincre mutuellement, mais à pouvoir exposer ces désaccords. Quelle doit être la ligne de crête là-dessus ? Ce que dit la justice, c'est-à-dire que des propos qui tombent sous le coup de la loi ne peuvent pas être prononcés sous couvert de disputio universitaire. Ça, c'est non. Disputatio universitaire. Parce que ça, c'est non. Si c'est couvert, si c'est un délit en dehors des murs, c'est un délit dans les murs. Point. En dehors de ça, mais place au débat. Ça sert à ça, à une université. Moi, quand j'y suis allé, j'avais des opinions politiques, bien évidemment. J'avais des engagements militants, j'avais des engagements syndicaux, comme beaucoup d'étudiants. Est-ce que c'est exactement les mêmes qu'aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr. Pour autant, j'ai aussi appris à les confronter. C'est-à-dire que c'est probablement là où j'ai appris que d'autres que moi pouvaient penser autrement que moi. Et c'est ça qu'aujourd'hui, l'université ne fait plus. Et je crois qu'en l'espèce, elle est en train littéralement de faillir à sa mission. Et qu'il est peut-être temps de remettre un cadre pour permettre à nouveau à l'université, dont on sait qu'elle a été depuis des siècles un cadre d'émancipation de la société dans tous les domaines, il est temps aujourd'hui de permettre à l'université de redevenir ce cadre d'émancipation. Aujourd'hui, si vous me posez la question un peu brutale, est-ce qu'elle l'est toujours ? Ma réponse, elle va être sans ambiguïté, certainement pas. Donc, est-ce qu'il faut interdire ? C'est ça la question. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que c'est interdire de façon unilatérale. Monsieur Agulot et Monsieur Dupri, permettez-moi de pondérer un peu votre propos. L'université, c'est pas un monde homogène. Donc, c'est difficile de dire l'université doit être ceci ou doit être cela. C'est pour ça qu'il faut interdire. Non. L'université, ce sont des établissements publics autonomes. Donc, il y a des présidents d'université qui sont élus par des conseils, un conseil d'administration, et donc, en fonction de ça, les présidents d'université sont élus sur un programme de développement de l'université, un programme donc de politique, d'enseignement et de recherche, et donc il y a une certaine autonomie. Donc c'est très difficile de prendre un décret et d'interdire à toutes les universités. Non, en revanche, l'État, qui est quand même a une politique nationale pour la formation et la recherche, peut donner des cadres, mais c'est dans ces cadres que ça se respectera. Et il faut donc comprendre pourquoi on est arrivé là, parce que quand vous dites l'université est en train de faillir, on a l'impression que toutes les universités sont en train de faillir. Non, il y a des brebis galeuses et il y a des universités qui marchent bien. Je vous rappelle que si on prend les 3 universités toulousaines, il y en a une dans laquelle il n'y a jamais eu le président Roussillon avant moi, dont j'étais premier vice-président, et on était tous les deux d'accord là-dessus. C'était au moment où il y a eu la loi sur le CPE, etc. On a toujours empêché des débats qui ne soient pas des débats contradictoires, c'est-à-dire on a toujours exigé qu'il y ait des débats contradictoires. Quand on nous disait on veut inviter telle personne pour une conférence, on disait ok, telle personne en engagement politique, donc vous l'invitez. S'il y a sur la même estrade et avec un modérateur qui s'occupe de gérer le temps, une personne d'un autre bord politique qui aura un autre point de vue. Et ça a calmé tout le monde et les meetings, ça a été fini. Donc on a exigé ça, ça a été une décision du conseil d'administration. Donc c'est par là qu'il faut le gérer. Et pourquoi certains présidents, parce que c'est évidemment, si vous allez à l'université Jean Jaurès, ex-université du Mirail, et même à l'université Paul Sabatier, vous n'aurez pas les mêmes sons de cloche parce qu'effectivement, elles décideront différemment. Mais pourquoi elles le font ? Eh bien, parce que malheureusement, ils se sont crus malins, mais ils se sont trompés. Quand la gauche est arrivée au pouvoir en 81, M. Savary a donné le pouvoir aux étudiants. Et en donnant le pouvoir aux étudiants, donc il a conçu des conseils où les étudiants représentaient 1/3 des voix. Alors ça paraissait une bonne idée, mais en fait c'était une grande bêtise.
La bonne idée, c'est normal, puisque ce sont des étudiants qui sont là, qui participent à la vie. Ça, c'est une grosse bêtise. Pourquoi ? Parce que les étudiants, ils passent en moyenne 3 ans dans une université. 3 ans de leur vie. Est-ce qu'en 3 ans en moyenne de leur vie, on leur demande de décider de ce que doit être la politique de recherche et d'enseignement dans l'enseignement supérieur, avec toute la complexité, avec tout l'environnement compliqué international que nous avons? Ils n'ont aucune vision stratégique. La seule chose qu'ils veulent, c'est avoir un diplôme sans trop se fatiguer. Donc quand on donne la parole aux étudiants, on a ça. Et aujourd'hui encore, on a réduit, alors ça a été très difficile de réduire la part des étudiants dans les processus de décision stratégique. On y est un peu arrivé parce qu'il y a plusieurs lois qui se sont rendues compte de l'erreur dramatique que c'était. On y est partiellement arrivé, mais encore dans beaucoup d'universités, les quelques étudiants qui sont au conseil d'administration font le président. C'est-à-dire qu'il y a souvent un équilibre entre 2 pôles et ils sont à la bascule. Donc les 3 ou 4 voix qu'ils représentent dans les conseils aujourd'hui en général permettent de faire un président ou pas. Et à partir de là, ils tiennent le président. Et effectivement, quand vous avez des syndicats très à gauche, ce qui est souvent le cas, parce que c'est chez les étudiants que ça se passe, plus que chez les personnels, quand vous avez un syndicat d'extrême gauche étudiants, ils arrivent devant le président, ils disent « on veut inviter Madame Assam ». Et le président, il sait qu'il a été élu par eux ou qu'il risque de ne pas être élu par eux. Et donc, il dit oui. Donc, il faudrait revoir la gouvernance des universités. C'est la seule solution. Mais c'est compliqué. Je voudrais qu'on revienne à la jeune garde. Je rappelle que Bruno Retailleau, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait demandé à ce que ce groupe soit dissous, comme l'avait été Génération Identitaire il y a quelques années, un autre bord politique. La justice n'a pas encore tranché en ce sens. Est-ce que, selon vous, maintenant, au vu des faits qui viennent se dérouler à Lyon, est-ce qu'il faut procéder sans plus attendre à la dissolution de ce mouvement, de ce groupe ? Et est-ce que la France insoumise doit rendre des comptes, alors je ne sais pas comment, concernant sa proximité avec les membres et dirigeants de la jeune garde ? Guillaume Agulot. Alors déjà, justement, sur ce point, j'ai entendu, comme vous et comme vous tous, les dénégations absolues de Raphaël Arnaud nous expliquant qu'il n'avait plus rien à voir avec la jeune garde. 2 jours avant le drame, il a tweeté pour dire que le Conseil d'État avait reporté sans raison la date pour statuer sur, dit-il, notre groupe, parlant de la jeune garde. Donc on est au-delà de l'aveu. Là d'abord, ça c'est le premier point. Il le dit d'ailleurs lui-même du coup dans ce tweet, ça veut dire que la décision elle est aujourd'hui entre les mains du Conseil d'État. Le Conseil d'État s'occupe de beaucoup de choses. Le Conseil d'État en fait regarde la justification administrative, la conformité administrative de la décision. Les faits qui ont amené à la dissolution, c'est bien évidemment, vous l'avez compris, antérieur à ce qui s'est passé. Je crois qu'aujourd'hui, j'allais dire, poser la question, c'est déjà y répondre. Vous l'avez évoqué, Génération Identitaire... Sauf que c'est pas nous qui répondons. Mais c'est pas nous qui répondons. Génération Identitaire et le GUD, oui. Là aussi, c'est plus ancien. C'est plus ancien, ont été dissous sur des motifs objectifs, d'appel à la sédition, d'appel à la violence, de terrorisation des événements, vous l'avez parfaitement dit. Moi, je pars d'un principe, les mêmes causes produisent les mêmes effets, premièrement, puis surtout en conséquence, c'est tout le monde ou c'est personne. Ce serait incompréhensible, selon vous, qu'il n'y ait pas de dissolution de la jeune garde ? Ce serait totalement incompréhensible qu'il n'y ait pas de dissolution. Bien évidemment, oui. On voit déjà que, alors qu'elle est... Parce que l'appel qui est en cours n'est pas suspensif. Donc, de fait, aujourd'hui, la jeune garde est dissoute en tant que structure. Ils y sont pourtant toujours, Ils y sont toujours. Donc, si en plus on leur permet de nouveau d'avoir des moyens officiels pour s'organiser, là j'ai peur que mon pessimisme gagne d'autres personnes. Alors je reviens, je disais, est-ce qu'il faut demander des comptes à la France Insoumise pour sa proximité avec ce groupe ? Je rappelle que dans le chef d'accusation, là, le dernier pour l'enquête, il y a celui d'association de malfaiteurs. C'est association de qui et qui ? Ah oui. Alors, l'association de malfaiteurs, donc c'est effectivement entre eux pour aller taper. Par contre, effectivement, si on raisonne sur un critère un petit peu plus politique, l'association de malfaiteurs, elle est actée, elle est ancrée depuis, je crois que c'est il y a un peu plus de 2 ans, où en meeting, Jean-Luc Mélenchon avait lancé publiquement lors du meeting « Ramenez-nous des scalps ».
Est-ce que vous imaginez le niveau de violence politique ? Ces vidéos, les extraits en fait de ces déclarations ont été repassés ces derniers jours. Ils sont trouvables. Voilà, c'est pas de l'IA, c'est pas de... Et on aura beau avoir toutes les méthodes trotskistes face à nous pour dire c'est pas vrai, c'est vrai. Il a dit, ramenez-nous des scalps. Quand le processus d'engagement de dissolution a été enclenché, il a dit, je veux que tous les militants se tiennent à côté de la jeune garde, ce sont nos camarades, j'en suis très ému, j'ai les larmes aux yeux, etc. Je ne sais pas si on est dans de l'association de malfaiteurs au sens juridique, je sais qu'on est dans de la collusion, sans aucun problème, et qu'on n'est pas même plus sur des questions de porosité. La jeune garde, c'est la France insoumise, son bras armé, c'est la jeune garde. Voilà. Point final. J'ai sous les yeux une déclaration de Manuel Bompard là, qui remonte aux dernières 24 heures. Je soutiens la jeune garde telle qu'elle s'est constituée, c'est-à-dire sur la base de l'autodéfense populaire et du pacifisme. Sic. Je ne soutiens pas les faits qui ont été commis, qu'on a vus sur les vidéos, qui sont des faits absolument condamnables. Bruno Cyr. Oui, mais c'est le problème avec cette gauche trotskiste, c'est que ils ont plusieurs techniques. La première, c'est de nier les faits systématiquement et de dire le contraire de la réalité avec un aplomb qui, moi, me désarme toujours. Le deuxième, c'est d'inverser la charge, c'est-à-dire que ils ont des méthodes fascistes ou qui se rapprochent du fascisme. C'est pas le fascisme stricto sensu voulu par Mussolini, bien sûr, mais ce sont des méthodes fascistes dans le sens où c'est le chef, la prééminence du chef, c'est le parti unique, c'est la terreur, c'est la recherche de l'anti-quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est l'anticapitalisme, alors que du côté de Mussolini, c'était l'anticommunisme. Mais enfin, à ce détail près, ce sont les mêmes méthodes que chez les fascistes. Évidemment, Mélenchon, il est responsable de tout ça, il instrumentalise tout ça. Et moi, j'espère une chose, c'est qu'il soit auditionné par les enquêteurs. Je trouve qu'il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité par quelques pirouettes de rhétorique, si vous voulez, en disant « mais non, on les aime, c'est des gentils, etc. » On voit bien que ce n'est pas des gentils, n'ont pas été constitués pour être gentils, ils ont été constitués pour casser du fascisme, des fascistes, alors que les fascistes, il y en a très peu en France, et qu'ils ne sont surtout pas en politique. Donc là, franchement, le mouvement féministe Némésis. Oui. On peut comprendre qu'en France, face à la montée de l'islamisme, qui est quand même, qu'on le veuille ou non, pour certaines femmes, représente un recul sur le plan des libertés féminines, on peut comprendre quand même qu'il y ait des mouvements féministes qui disent on ne veut pas de ça. Moi, ça ne me choque pas et je trouve que c'est normal qu'il y ait des mouvements féministes qui disent on n'a pas envie d'être voilé, on n'a pas envie d'être sous la domination des hommes, on a envie d'être libre et de continuer à vivre comme on vit en Europe aujourd'hui. Bon, eh bien, que ce mouvement Némésis qui défend ça, il y avait une centaine de jeunes femmes, donc elles n'étaient pas vraiment méchantes, se fasse agresser par un groupe qui est venu soi-disant cacher les fascistes. Qu'est-ce qu'elles ont de fascistes, ces femmes-là ? Qu'est-ce qu'elles ont de fascistes ? Elles défendent un acquis qui est celui de la liberté des femmes en Europe et en France en particulier. Et donc elles se font traiter de fascistes par des types qui viennent les casser. Alors évidemment, comme elles ont peur, parce qu'ils sont terroristes, elles ont peur de toute cette mouvance, elles demandent à des copains de venir les aider et pour les protéger, et ces copains se font détruire. Donc ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, si vous voulez, mais tout ça, tout le monde qui a regardé les actualités a vu les vidéos. Donc la réalité est là, et comme M. Mélenchon, comme l'a dit M. Agulot, est responsable par les appels qu'il a fait à de multiples reprises, j'espère qu'il sera auditionné par la justice et qu'il sera inquiété. Alors, conséquence politique de cette tragédie aussi, je rappelle que nous sommes à un peu plus d'un an de la présidentielle 2027. Les sondages donnent le candidat du RN, que ce soit Jordan Bardella ou Marine Le Pen, largement en tête au premier tour, avec, semble-t-il, une chance réelle de l'emporter au second. Est-ce qu'on ne peut pas avoir quelques craintes concernant ce qui pourrait se passer dans les rues de France après l'élection, voire entre les deux tours en 2027, avec des affrontements violents et même un scénario à l'américaine de type Minneapolis ? Guillaume Agulot. C'était ce que j'évoquais en conclusion de ma première intervention. Effectivement, là, on a un miroir de l'autre côté de l'Atlantique qui nous est tendu et qui devrait peut-être un peu plus nous inquiéter, nous tous démocrates et attachés au respect des libertés publiques. C'est ce qui arrive aux États-Unis, souvent arrive en France quelques années après. Voilà, on a eu une première vague
qu'on a appelé le wokisme, pour aller très très vite, c'est beaucoup plus complexe que cela. Il y a une vague réactionnaire qui est en train de déferler aussi aux États-Unis, et il n'est pas impossible que cette vague, effectivement, aussi, pas forcément exactement sous les mêmes formes, mais que cette vague, en tout cas, arrive. En ce qui concerne les affrontements, je crois qu'effectivement, je vais faire remonter même les affrontements aux États-Unis avant même Minneapolis. La bascule au niveau de la violence publique à Minneapolis, c'est cette intervention qui était un meeting, pas plus une conférence avec un contradicteur d'ailleurs. C'est ce meeting de Charlie Kirk aux États-Unis où il a été tué. Et à partir de là, effectivement, les personnes de son camp, de l'autre camp, on va dire, du camp trumpiste, pour aller très vite, parce qu'elles en plus étaient déjà au pouvoir à ce moment-là, se sont senties avoir les coups des franches et les zones libres. Et on voit ce déferlement de violence qui se fait. C'est ça, moi, qui me rend effectivement très, très pessimiste. C'est que je vois toutes les briques qui s'enchaînent les unes après les autres, tous les Legos qui basculent les uns après les autres et qui s'entraînent les uns après les autres, et je ne vois aucune volonté commune, au-delà des divergences politiques, je ne vois aucune volonté commune. Désamorcer le mouvement qui s'enclenche. Certainement pas des deux côtés. Je vais vous redonner de l'espérance alors, monsieur. Mais je pense qu'il est urgent, plus qu'urgent aujourd'hui, prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Que le bloc démocratique, le camp républicain, l'arc républicain, donnons-lui les mots que l'on veuille, cesse un minimum ces petites bisbilles, ces petites chamailleries qui aujourd'hui ne pèsent plus grand-chose face à la menace qui est en train littéralement de peser sur notre pays, sur notre démocratie. Phénomène de montée aux extrêmes, la roue de la violence mimétique qui s'est engagée là, et on ne sait pas où ça peut aller. Oui, moi vous devez nous rassurer, on vous écoute. Oui, je vais vous redonner de l'espérance. L'espérance que tout chrétien a chevillée au corps. La deuxième vertu théologale. Voilà. Je vais vous redonner de l'espérance. Pourquoi ? Parce que, évidemment, ce scénario n'est pas à exclure d'une montée de la violence et d'une forme de guerre civile. Je ne dis pas que c'est à exclure, mais je ne pense pas que ça arrive. Pourquoi ? Parce que quand on regarde, justement, cet événement et les quelques-uns qui ont précédé avant avec l'histoire d'Adama Traoré, l'histoire aussi de Clément Méric, etc. Ce qui s'est passé dans ces opérations qui ont été aussi des drames, c'est que la gauche, l'ultra-gauche, est descendue dans la rue et a tout cassé. Ça a coûté, même pour Adama Traoré, ça a coûté des sommes folles. Ils ont cassé sur les Champs-Élysées les vitrines, les arrêts de bus, les machins, enfin, ils cassaient tout ce qu'ils trouvaient. Un peu moins pour Clément Méric, mais aussi pas mal d'endroits où les Black Blocs, les autonomes et les antifas, c'est-à-dire tout ce groupe de barbares que je qualifiais tout à l'heure, se sont mis à saccager le pays. Et en revanche, sur l'affaire de Lyon, la seule chose qu'il y a eu, c'est une messe. Vous avez vu une manifestation violente après cette mort ? C'est-à-dire que là, il y a une partie des gens, et des jeunes encore, qui ont encore de la dignité, qui ont encore des valeurs, et qui n'ont pas envie de se battre, et qui disent « aimons-nous les uns les autres ». Et donc, effectivement, il y a eu ce drame, mais je trouve que la réaction des gens qui ont subi ce drame, à commencer par les parents. Je rappelle que ce jeune est un jeune converti récent. Il s'était fait baptiser il y a 1 an ou 2. Oui. Et il avait amené son père à la religion, au baptême aussi. Enfin, le père était baptisé, mais il a fait sa confirmation. Eh bien, ces gens se sont comportés de façon extrêmement digne. Ils ont dit, pas de violence, on va se recueillir, on va partager un moment de prière, on va faire une messe ensemble. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que ceux qui risquent d'arriver, si je reprends le scénario de M. Duprix, effectivement, si le RN est élu, une partie de cette ultra-gauche barbare et terroriste va essayer de tout casser, mais en face, il n'y aura personne.
En face, je crois qu'il n'y aura personne, parce que l'ultra-droite, elle est extrêmement minoritaire, ils ne seront pas suivis. Et aujourd'hui, la majorité des gens de l'arc républicain, c'est-à-dire, j'inclus évidemment une bonne partie de la gauche, le centre et la droite, dira il faut arrêter ça, il faut calmer le jeu, s'il faut on y met l'armée, on y met la gendarmerie, on y met tout le monde, mais on va tous les coller en tôle autant qu'on pourra, mais on n'a pas envie d'une guerre civile. Donc moi, j'ose espérer que justement il y aura un bon sens humaniste forgé aux valeurs chrétiennes du pardon et de la tolérance qui va l'emporter. Et je le souhaite vivement. Et ce qui me donne ce courage, c'est de voir la famille et les amis de ce jeune qui est mort dramatiquement. Pas une manifestation de violence. Quelques tags sur quelques mots. Enfin, les tags, c'est pas de la violence. Il y en a partout dans les rues. Et c'est ça, arrêtez là. Mais écoutez, espérons que le ciel vous entende, qu'il entende le révérend père Bruno Cyr. Merci. L'enquête se poursuit là pour déterminer les responsabilités dans la mort de Quentin Durranque. Elle suit son cours. Il nous reste à espérer qu'elle établira clairement ces fameuses responsabilités et que les coupables seront sévèrement sanctionnés. Nous allons faire maintenant la pause habituelle dans cette émission. Retour au direct dans une vingtaine de secondes. À tout de suite. La mêlée de l'info, Éric Dupry. Et nous revoici pour la suite de cette émission. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Agulot et Bruno Cyr pour évoquer avec eux le déplacement d'Emmanuel Macron en Inde. Le président de la République était en visite de mardi à jeudi dans le but de consolider les liens entre les deux pays, et ce dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique inaugurée en 2018. L'objectif du chef de l'État français, accompagné par une délégation comptant une trentaine de chefs d'entreprise, était entre autres de développer les échanges commerciaux avec ce pays, qui sont chiffrés aujourd'hui à 15 milliards d'euros. Il a aussi représenté la France au sommet sur l'intelligence artificielle qui se tenait là-bas, et il a finalisé un énorme contrat historique de vente de 114 avions Rafale. Est-ce que vous vous réjouissez de la signature de ce contrat colossal et de l'essor des relations entre la France et l'Inde, au moment où nos liens avec les États-Unis se distendent et alors qu'ils restent complexes avec la Chine et à l'arrêt avec la Russie pour les raisons que tout le monde connaît? Bruno Cyr. Bon, d'abord, il faut dire qu'évidemment, les présidents de la République s'attribuent des mérites en allant signer en grande pompe, mais c'est Dassault qui a signé, hein, c'est pas la République française. C'est pour ça que je dis finalisé, voilà. Mais l'accord était déjà effectivement... Voilà, c'est Dassault qui a construit un avion formidable qui s'appelle le Rafale, qui est un avion polyvalent qui est considéré comme le meilleur avion du monde. Et l'Inde, qui est, sur lequel je vais revenir, évidemment, mais qui ne souhaite pas mettre tous ses œufs dans le même panier, a décidé de prendre le concurrent de l'avion américain, et il se trouve que le seul concurrent qui tient la route, et voire même qui est meilleur, c'est l'avion français. Donc effectivement, le président de la République, il a bien fait d'aller finaliser l'accord, mais enfin l'accord, vous pensez bien qu'il ne s'est pas négocié dans les 15 jours qui précèdent. Donc c'est un contrat de longue date. C'est une très bonne nouvelle pour la France. Pourquoi ? Bien parce que l'Inde, il ne faut pas le perdre de vue, c'est une chose qu'on dit trop peu à mon avis. Il y a trois caractéristiques en Inde qui font que c'est un pays très différent des autres. Première caractéristique, c'est une démocratie. C'est le plus grand pays démocratique aujourd'hui. 1,460 milliard d'habitants, c'est une démocratie. C'est 4 fois l'Europe. Donc ça c'est quand même une bizarrerie dans le paysage mondial, et c'est une démocratie sur le modèle anglo-saxon, c'est une fédération un peu bon. L'Inde, c'est le 3e PIB mondial, donc c'est pas un pays complètement sous-développé, si vous voulez. C'est un pays après, il faudrait regarder. C'est le plus grand pays par la population. Ils sont passés devant la Chine et de loin. Ils sont à 1,460 milliard, comme je le disais, et on pense qu'ils vont se stabiliser en 2075 à 1,650 milliard, parce que
les arbres ne montent pas au ciel, donc il y a un moment où la population mondiale se régule, si vous voulez, se stabilise. Oui, puis la rebaissera un peu même. Oui. Et d'ailleurs, ils ont un taux de fécondité qui est inférieur au taux de renouvellement déjà à l'heure actuelle. Bon. Et puis la troisième caractéristique, c'est un pays où il y a d'énormes contrastes, sûrement historiquement liés aux castes, etc. Mais il y a une bonne partie, et même une très grosse partie de la population qui est extrêmement bien formée. C'est-à-dire qu'il y a de très bonnes universités, il y a des gens qui sont dans des domaines comme l'informatique, les sciences dures, la santé, etc. Ils sont à la pointe. Donc c'est un pays avec lequel nous, Européens, et la France avec les autres, avons intérêt à entretenir des relations commerciales. Alors évidemment, ça c'est le bon côté de la chose. Le risque, c'est qu'il y ait quand même un certain nombre de choses en Inde. Si on a un accord de libre-échange avec l'Inde, ça serait extrêmement problématique pour un certain nombre de productions comme c'était en le Europe. Cas avec le Mercosur. Et voilà, comme c'est le cas avec le Mercosur. Et notamment sur le plan sans doute de l'agriculture, sur le plan du textile, quoique le textile on n'en a plus, mais sur le plan de l'automobile aussi demain, etc. Il y a un certain nombre de domaines. Donc évidemment, il faut reconfigurer les relations d'échange entre les pays. Ça ne veut pas dire les arrêter, comme le fait Trump ou fait croire qu'il le fait, parce qu'il ne le fait pas tant que ça finalement. Mais il faut bien réfléchir, et réfléchir sans doute au niveau de l'Europe. 400 millions, un peu moins de 400 millions de consommateurs en Europe, à comparer à 1,460 milliard. Donc on a une carte à jouer avec l'Inde, qui est prête à nous ouvrir un certain nombre de ces marchés. Il faut que l'Europe réfléchisse à ce qui est stratégique pour elle, et qu'il ne faut pas laisser filer, et sur quoi on peut faire du commerce. Mais bon, donc ça demande des ajustements subtils, mais en tout cas, sur le plan de la technologie, et notamment de la technologie de la défense, on a des cartes à jouer, on les joue, on gagne, et c'est parfait. Moi, bravo, je suis heureux. Guillaume Agulot, est-ce que vous vous réjouissez autant que Bruno Cyr ? Oh, mais il y a toujours cette espèce de dichotomie à se dire quand même qu'on se réjouit de la vente d'armes. Effectivement. Bon. Par contre, là où il y a de quoi se réjouir, quand bien même ce serait la vente d'armes, c'est la technicité qui va être maintenue, le savoir-faire qui est acquis et qui est ancré. Évidemment, les retombées économiques et commerciales, en termes de balance commerciale, en termes d'emploi local, en termes de tissu des PME, parce que un avion en général, déjà ici à Toulouse, on est bien placé pour le savoir, c'est tout un réseau de sous-traitance. Un avion de combat, c'est encore plus de sous-traitance. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a un aspect, on va dire, comptable, il y a différents niveaux de comptabilité qui est effectivement extrêmement positif. C'est, in fine aussi en creux, la reconnaissance de nos grandes écoles. De nos grandes écoles d'ingénieurs, de nos grandes écoles d'aéronautique, de spatiale. Et à Toulouse, là aussi, nous avons d'ailleurs une de nos compatriotes qui, je ne sais pas si elle nous écoute, à 400 km au-dessus de nos têtes. Elle pourrait, puisqu'ils ont le Wi-Fi maintenant dans la Station Spatiale Internationale, mais elle a été formée ici, à Supaéro, à l'ENSAE. Oui, c'est une ancienne de Supaéro. Et ça se salue. Donc, c'est tout ce qui a rendu ça possible, également, je pense qu'il faut saluer. Et puis, il y a autre chose également qu'il faut, je pense, saluer et retenir. Et là, je vais le faire d'une manière un petit peu ironique. Finalement, l'annulation de ce que nous avait vendu comme étant le contrat du siècle de ces sous-marins en Australie, est-ce que c'est peut-être pas la meilleure chose qui nous soit arrivée sur ces 10-15 dernières années en matière stratégique? Est-ce qu'en France, on n'avait peut-être pas besoin de se prendre un petit coup de pied aux fesses, un grand coup de pied aux fesses, pour nous faire réagir, pour nous faire réfléchir au cadre, réfléchir aux organisations stratégiques. Et vous l'avez dit, l'ambition pacifique, la stratégie Indo-Pacifique, enclenchée dès 2018, on sait très bien que c'est là où ça va se jouer. La France est un grand acteur dans cet espace-là. Nous avons des territoires, nous avons des populations. C'est presque 2 millions de nos compatriotes qui habitent dans cet espace-là. Faut pas le négliger. Donc ça veut dire aussi des obligations de sécurité à apporter, à assurer, et effectivement, s'allier avec l'Inde sur cette question-là peut être intéressant, parce que derrière les avions, il y en a peut-être 32 de plus qui vont arriver pour leur aéronaval, et ils commencent à faire les yeux doux à certains sous-marins, à certaines frégates de défense et d'intervention. Donc, c'est un enclenchement.
c'est un véritable enclenchement, c'est une reconnaissance encore une fois de savoir-faire, et surtout, ça vient repositionner la France sur un territoire où elle était de manière marginale, j'allais dire presque contrainte et forcée, parce qu'on y avait des territoires et qu'il fallait bien faire quelque chose. Et en fait, il y a eu une première opportunité où on s'est dit, c'est bon, c'est fait, tout est gagné, le plat est servi tout chaud, avec ces fameux sous-marins en Australie. Et je crois que le coup de semonce qu'on a pris à ce moment-là, d'abord, était nécessaire. Ce qui me rassure, moi, c'est qu'on n'est pas resté simplement sur la sidération liée à ce coup de semonce. Il y a eu une véritable réflexion stratégique dont on est en train aujourd'hui de récolter les fruits dans un délai qui, somme toute, est relativement court. Sur une séquence qui veut dire donc qu'il y a, de la part de nos états-majors, je ne parle pas du coup là, vous l'avez compris, que de nos états-majors militaires, de nos états-majors en stratégie, il y a une agilité, le mot est à la mode aujourd'hui, il y a une capacité de réflexion, de rebond, de jouer déjà le deuxième ou le troisième coup, alors qu'on semblait être dans les cordes. Je pense que le partenariat qui vient de se nouer doit être regardé avec énormément d'envie par les États-Unis et peut-être un petit peu de dépit par nos amis australiens, parce que les sous-marins qu'on leur a tant promis pour abattre leur précédent contrat, ils ne sont pas prêts de les avoir. Bruno Cyr, vous vouliez prolonger un des points soulevés par Guillaume Aguilot. Oui et non, je voulais prolonger. Bon, je suis assez d'accord, sauf qu'il faut se méfier des mots. C'est pas les états-majors qui décident. L'armée ne décide pas ce que décide Dassault. Dassault et Airbus ont des processus de fabrication et les contrats, surtout des contrats comme ça de haute technologie, ça se négocie sur des années. Donc, ils étaient déjà bien enclenchés avant l'histoire des sous-marins. Et puis encore une fois, c'est pas les états-majors qui décident. Hein, et on n'est pas dans des réactions 6 mois après. On est sur des process très longs. Alors, on a perdu le contrat avec les sous-marins nucléaires parce que évidemment les Américains ont fait valoir aux Australiens que s'ils voulaient avoir une protection militaire, or l'Australie est dans le giron Pacifique, qui est quand même dans lequel la Chine et les États-Unis sont potentiellement en conflit. Et donc, eux, là-dedans, ils pouvaient difficilement dire non aux Américains. Puis les Américains se sont rendus compte que le transfert de technologie pour des sous-marins nucléaires, c'était peut-être problématique de le transférer à des pays dont ils ne maîtrisaient pas complètement la politique. Donc, ils ont reculé au dernier moment. Tout ça, on peut le comprendre. Bon. Mais non, je voulais revenir sur une chose qui est d'actualité et sur lequel il faut aussi avoir des éclaircissements. C'est sur l'histoire de l'avion de défense qu'on devait construire entre les Allemands et les Français. Oui. Bon, finalement, c'est à l'arrêt. Mais si on regarde là aussi, alors on pourrait dire c'est un échec pour l'Europe, etc. En fait, si on regarde de près ce dossier que j'ai regardé, et j'ai suffisamment d'amis dans le secteur pour comprendre un peu ce qui s'est passé, les Allemands et les Français n'ont pas du tout besoin des mêmes avions. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, les Allemands veulent un avion polyvalent, mais ils n'en ont rien à faire que l'avion puisse atterrir sur un porte-avions. Ils n'en ont pas. Et ils n'en auront pas dans un avenir prévisible. Donc, nous, on a besoin d'avions qui atterrissent sur des porte-avions. Déjà, ce n'est pas les mêmes contraintes. Deuxièmement, nous, on s'est construit des avions et on veut construire un avion qui puisse porter des bombes nucléaires. Les Allemands n'ont pas de bombes nucléaires, il n'est pas prévu qu'ils en aient dans un avenir prévisible. Donc ils n'ont pas besoin de cet aspect-là. Et du coup, évidemment, quand on regarde ces deux critères, porte-avions et armes nucléaires sur les avions, on voit bien que les Français et les Allemands n'ont pas la même vue. Et d'autre part, les Allemands voulaient être à part égale dans le contrat, or Dassault maîtrise entièrement, et la France est le seul pays aujourd'hui, le seul pays à part les États-Unis, et la Chine sans doute, et les Russes, mais le seul pays d'Europe à être capable de construire un avion de A à Z, avec tous les systèmes embarqués, la technologie informatique, etc. Bon, donc Dassault maîtrise ça, et n'a pas envie de donner la moitié de ça aux Allemands. Donc on peut comprendre ce dossier, je pense que ce n'est pas une perte pour l'Europe. C'est simplement, on n'a pas tous les mêmes points de vue en Europe et les mêmes attentes et les mêmes besoins. Donc il faut accepter ça. Et cette diversité n'est pas forcément pénalisante. C'est une sorte de richesse sans doute. Alors, pour
prolonger là, encore une fois ce qui vient de se passer en Inde, est-ce que la France doit désormais multiplier les échanges, les accords et les contrats avec toutes les puissances mondiales, quelles qu'elles soient, notamment les BRICS, auxquels appartient l'Inde. Alors le R de BRICS, on sait que c'est la Russie, bon ça c'est peut-être autre chose, mais ça serait un moyen de réduire notre dépendance à certaines autres puissances, et je pense aux États-Unis évidemment. Guillaume Agulot. Est-ce qu'il y a besoin de recomposition ? Oui, mais ça, c'est vrai depuis des siècles. En permanence, je n'ai jamais connu aucun système qui soit figé, tout simplement parce que le monde évolue et qu'il y a toujours des ajustements qui se font. Ce qui change, ça peut être l'ampleur, évidemment, des ajustements et, on va dire, les changements stratégiques. Et à cet égard-là, 2018 a été une transformation stratégique. Le retour, la stratégie Indo-Pacifique, c'est pas simplement un ajustement commercial, c'est pas simplement le fait de prendre langue avec un des acteurs majeurs des BRICS, c'est une autre manière de penser, de projeter ce que l'on pense être. Un certain général, il y a quelques dizaines d'années, disait une certaine idée de la grandeur de la France. Est-ce qu'il faut pour autant le faire partout, toujours, tout le temps ? Je ne suis pas convaincu que la France ait autant d'intérêts partout, toujours, tout le temps. Parce que si les intérêts changent, ça veut dire que s'ils vont se projeter sur un nouvel endroit, ça veut dire qu'il y en a moins à un autre endroit. Et puis, cette volonté de mettre... Je ne suis pas pour mettre tous ses œufs dans le même panier. Je ne suis pas non plus pour mettre... ses œufs n'importe où. Les œufs n'importe où et d'avoir des paniers dans tous les sens. Parce que du coup, c'est les paniers eux-mêmes qui risquent d'être vulnérables parce qu'on n'aura plus la capacité, justement, de surveiller, de vérifier, etc. Et donc ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui peut nous aider à construire ça ? C'est l'Europe. En réalité, ces nouveaux partenariats, ça veut dire, y compris en acceptant des conséquences, on évoquait à ce micro-là, il y a quelques semaines, le Mercosur, ces partenariats-là doivent se jouer au niveau européen. Ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir ensuite des variables et des intentions spécifiques, mais les accords cadres, on va dire d'une manière générale, doivent se réguler aussi d'une manière européenne, parce que c'est vrai qu'on est moins nombreux qu'en Inde, vous l'avez rappelé, mais on est quand même sacrément nombreux. Et en valeur par habitant, la puissance commerciale, la puissance économique, plus exactement, de l'Europe, c'est quand même, c'est le premier marché, quoi. C'est tout simplement par rapport pas aux individus, mais aux moyens disponibles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut envisager, réfléchir à des accords cadres. Ça veut donc dire commencer à se mettre d'accord entre nous. Ouais. C'est compliqué. Vous évoquez le SCAF. On est bien d'accord. Le SCAF, l'avion franco-allemand. Juste derrière le SCAF, l'avion franco-allemand, pardon. Juste derrière, il y a le char, où ça a l'air d'être à peu près aussi compliqué. Sauf que sur l'essentiel, quand les choses sont en jeu, on arrive à trouver des accords qui permettent, par exemple, de financer à une hauteur colossale 40% des achats, par exemple, pour l'armée ukrainienne. Donc, quand la nécessité fait loi, on y arrive. Il n'y a pas de raison que sur des ambitions stratégiques et des objectifs stratégiques, on n'y arrive pas. Moi, c'est là-dessus aussi quand même que je vais mettre un petit espoir. Bruno Cyr, est-ce que vous êtes sur une ligne proche ? Oui, on est sur une ligne proche, mais c'est déjà le cas. Enfin, la France ne part pas. M. Macron et son successeur, quel qu'il soit, ça sera pareil. Ils ne partent pas tout seuls comme ça, en disant « Tiens, je vais signer des contrats avec tel ou tel grand pays ». Évidemment que c'est l'Europe derrière. Elle y est déjà, l'Europe. Aucun pays en Europe ne peut signer des contrats significatif sans respecter le cadre déjà européen. On l'a vu pour le Mercosur, et même sur le Mercosur, vous voyez, la France était contre, puis ça s'est finalement signé parce que, alors avec quelques ajustements pour faire plaisir aux Français, ou pour tenir compte d'un certain nombre de contraintes, mais ça s'est signé quand même parce que c'est l'Europe qui décide. Donc sur tous ces grands accords internationaux, c'est déjà au niveau de l'Europe que ça se passe, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Alors la question, c'est comment l'Europe doit-elle se comporter face aux questions de la concurrence ? Là aussi, on a déjà les réponses. Il faut pas. L'histoire a quand même avancé. Il y a déjà une chose qui marche très très bien en Europe, qui est sans doute une des plus grandes réussites de l'Europe, c'est l'autorité de la concurrence européenne. C'est-à-dire qu'on a une instance de régulation en Europe qui s'appelle l'autorité de la concurrence, qui fonctionne et qui est un modèle, y compris pour les Américains, parce qu'il y a aussi une autorité de la concurrence aux États-Unis, bien évidemment, qui est le
cependant en Europe, qui fonctionne très bien. Simplement, il faut que peut-être on se mette d'accord sur la stratégie de cette autorité de la concurrence, qui jusqu'à maintenant a été extrêmement libérale, mais parce que les Européens l'ont voulu comme ça et que le Parlement européen l'a voulu comme ça, peut-être que demain on va redéfinir une politique avec, comme je le disais au début, une vision plus stratégique sur un certain nombre de produits en disant là-dessus, on n'ouvre pas la concurrence parce que la sécurité alimentaire, par exemple, les médicaments, etc., certaines choses de défense, on n'ouvre pas la concurrence, priorité à l'Europe, ça reste à faire, mais c'est par l'autorité de la concurrence que ça passera. C'est pas M. Macron qui va les signer à droite à gauche sans rien demander à personne. Ça. Alors oui, Dassault peut le faire parce que Dassault n'a pas de concurrent en Europe. C'est tout juste ça. Hein. Ouais. Alors, on va refermer ce débat. Il nous reste une grosse minute, juste assez pour que chacun d'entre vous puisse nous faire part de ses coups de gueule ou coups de cœur du moment. Et bien, c'est Guillaume Agulot qui commence. Écoutez, l'actualité est suffisamment lourde pour en rajouter sur un coup de gueule, donc ça va être un coup de cœur. Merci. Et le coup de cœur, c'est pour saluer, sans raison particulière, mais pour saluer l'hôpital public. Qui est sans raison particulière, c'est-à-dire sans difficultés supplémentaires qu'ils peuvent avoir, mais malgré ça, nous avons des soignants dans ce pays qui tiennent bien, qui tiennent bon, qui font leur service, qui rendent service à notre population, et on ne les met pas souvent à l'honneur. On les a applaudis au moment du Covid, on l'a un petit peu oublié aujourd'hui, oui. Et donc l'hôpital public, il se trouve que dans la famille, on a eu de nouveau les besoins de faire appel à leur qualité, à leur professionnalisme et à leur sourire, et nous en sommes très satisfaits. Bruno Cyr, très vite. Très vite. Moi, j'ai deux coups de gueule. Le premier sur la loi sur la fin de vie. Je trouve que c'est absolument monstrueux ce qu'est en train de faire Mme Braun-Pivet à l'Assemblée nationale. Bon, point. Le deuxième, c'est cette année, le carême a démarré en même temps que le ramadan. J'ai vu beaucoup d'organisations publiques françaises souhaiter un bon ramadan aux musulmans. Je n'en ai vu aucune souhaiter un bon carême aux chrétiens. Je trouve ça absolument lamentable. Je crois que c'est tous les ans comme ça. Cette 220e mêlée de l'info est terminée. Un grand merci à vous deux d'y avoir participé. Merci également à Coraline Camebrac qui a réalisé cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et je remercie bien sûr les fidèles comme les nouveaux auditeurs et auditrices de la mêlée. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt.